Alors, le chapitre sur les séries numériques vient augmenter les connaissances qu'on a sur les suites numériques. C'est-à-dire, étant donné une suite numérique indicée par un entier positif ou nul, on pourrait faire des suites qui commencent à partir de 1, de 2, de 3, de 4, mais il faut bien faire le cours avec un certain type de suite, et en général, on prend les suites qui commencent de 0. Mais ça reste valable pour les autres aussi. Et donc, étant donné une suite, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à faire des sommes des éléments de cette suite en partant de 0. Et donc, c'est-à-dire qu'on crée une autre suite qui va aussi être indicée par n et qu'on appelle la suite des sommes partielles de un. Alors, c'est une suite parce qu'elle dépend de n, c'est une suite de sommes parce qu'elle est fabriquée avec des sommes, et elles sont partielles parce qu'on prend la somme qui va de 0 à n. On n'a pas tous les termes de un. Donc voilà, on a une suite qu'on appelle le terme général un, et la suite des sommes partielles qui va avec, qui somme ceci. Eh bien en fait la série, c'est un petit peu ces deux choses-là. C'est un petit peu la paire constituée par la suite de termes général et la suite des sommes partielles. En fait c'est un nouveau concept, c'est un nouveau point de vue sur les suites. En fait, ça c'est une suite, et ça aussi c'est une suite. Donc en fait, on est en train de travailler avec des suites. Mais on va décider d'appeler ça une série. Et en gros, l'idée des séries, c'est qu'on ajoute des bidules, et on regarde si en ajoutant ça à l'infini, ça tend vers quelque chose ou pas. Et donc, on aura une notion de convergence. Alors on dira qu'une série, alors de temps en temps, on la note comme ça, sans indice. Ça veut dire la série de termes général UK. Ça a le mérite d'être compact, c'est pas mal. Parfois on note ça comme ça, c'est peut-être un peu un abus parce que ça c'est plutôt une notation pour la limite. Enfin bref, une série de termes général UK, on va dire qu'elle converge vers un nombre L si et seulement si la suite des sommes partielles converge vers ce nombre L. Autrement dit, la convergence des séries, c'est rien d'autre que la convergence de cette suite-là, qui a le mérite d'être une somme. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. On étudie la convergence d'une certaine suite, c'est juste que cette suite, elle est constituée avec des sommes. Et bon, ça va quand même faire une grosse différence. À noter que ce concept de faire des sommes et d'ajouter et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on trouve en abondance dans le monde réel. Par exemple, vous avez une tirelire, vous accumulez petit à petit vos économies, et ben jour après jour, vous ajoutez ce que vous avez économisé. Et donc ça s'ajoute, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et donc vous faites une somme comme ceci. Et donc on accumule. Accumuler les choses, c'est très très courant. La pluie qui s'accumule, la neige, toutes sortes de choses. Enfin bref, donc ça veut dire que ce concept de série numérique va avoir beaucoup d'applications dans le monde réel, et donc ça va être un concept phare du cours de mathématiques. Donc on a vu la notion de convergence, la convergence d'une série, c'est la même que la notion de convergence de la suite de ces sommes partielles. On pourra se servir de ça pour faire des démonstrations et démontrer des propriétés théoriques ou des propriétés du cours. Alors avant d'en terminer avec cette petite introduction, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que une suite, on peut finalement quelque part la transformer en série ou la voir comme une série en fabriquant la suite des sommes partielles en ajoutant les nombres un. Mais inversement, si on vous donne une série, il est possible de trouver la suite qui va avec. Par exemple, clairement, S de 0 est égal à U0, et si vous faites Sn moins Sn moins 1, vous obtenez le petit Un. Donc en gros, à partir de Un, on peut trouver Sn, et à partir de Sn, on peut trouver Un. Et donc ça, c'est assez important. Et ça sera utilisé. À remarquer d'ailleurs que ceci, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les sommes télescopiques. Et effectivement, Un, c'est une somme télescopique. Si on somme ces choses-là, on trouve ça. Que je dise pas de bêtises. Si on somme les UN, si on somme ces choses-là, on trouve Sn. Donc il y a une somme télescopique dans le coin. Alors maintenant qu'on a exposé un petit peu les séries, j'en profite vraiment pour insister lourdement sur le fait que la notion de série, c'est un petit peu comme avoir un différent point de vue sur les suites. Un petit peu comme vous pouvez regarder un paysage, vous le voyez d'une certaine façon, si vous mettez des lunettes de soleil ou si vous changez l'endroit de votre point de vue, enfin l'endroit d'où vous regardez le paysage, il va vous paraître différent et ça peut être intéressant.
Et donc en fait les séries numériques c'est un peu une façon différente, un point de vue différent sur les suites qui va être particulièrement intéressant et qui est exploité monstrueusement en mathématiques. Alors les propriétés des séries se déduisent des propriétés des suites appliquées à la suite des sommes partielles. Ce qui veut dire que toute démonstration de cours sera basée sur une étude de la suite des sommes partielles. Du coup, des propriétés des suites découlent des propriétés sur les séries, et notamment, on sait bien se débrouiller avec les termes généraux qui sont des multiples. Par exemple, la série des lambda fois un, elle va converger si et seulement si la série des un converge. Bon, ça c'est quand lambda est non nul, parce que quand lambda est nul, on ajoute 0 et ça converge, c'est pas très intéressant. Et on peut pas dire. Donc en gros, un multiple non nul, on sait faire. Les natures des deux séries sont les mêmes. Alors ce qu'on appelle nature de la série, c'est le fait qu'elle converge ou qu'elle ne converge pas. Alors on va communément abréger en disant CV pour converge, et le contraire de converger, ne pas converger, on met souvent DV comme diverger. Comme pour les suites en fait. Et donc la nature d'une série et de son multiple, c'est la même si le facteur de zoom, le facteur de multiple est non nul. Et dans ce cas, on est aussi capable de trouver une relation sur les sommes. Alors la limite d'une série, on peut appeler ça une limite, puisque c'est la limite de la suite des sommes partielles. Mais en fait, oralement, on appelle ça la somme de la série. Donc, et on le note comme ceci. Et donc la somme de cette série-là, vous pouvez remarquer que c'est quasiment la même. Il suffit juste de sortir le lambda du symbole somme. Ce qui veut dire en gros que les facteurs multiplicatifs, on peut les sortir ou les rentrer à partir du moment où la série converge, il n'y a pas de problème, c'est égal. Donc on fera ça souvent, sortir une constante multiplicative ou la rentrer. Alors voilà pour les multiples. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété de base? Eh bien, il y a la relation de Chasles. Alors dans cette vidéo, je note les séries sans mettre des indices, mais pour Chasles, on va avoir besoin. En gros, ce que dit Chasles, c'est que cette série va converger si et seulement si cette série-là converge aussi. Elles ont la même nature toutes les deux. C'est quoi la différence? La différence, c'est que celle-là, on commence à ajouter à partir de 0, alors que celle-là, on commence à ajouter à partir d'un rang grand N. Et donc, ce que dit Chasles, au final, c'est que la convergence, la nature d'une série, ne dépend pas de ses premiers termes. Ça dépend de ce qui se passe à l'infini, mais pas de ce qui se passe au début. Et comme d'habitude avec Chasles, eh bien, en cas de convergence, les sommes se mettent bout à bout pour faire celle-là. Donc pour aller de 0 à l'infini, on va d'abord de 0 à n-1, et avec les sommes, on repart de n pour aller jusqu'à plus l'infini. En fait, cette propriété-là se déduit de la propriété des sommes en faisant tendre la fin vers l'infini. Donc on a fait les multiples et Chasles, et donc on a déjà compris que les facteurs de zoom, on pouvait les entrer et les sortir, et que la convergence d'une série dépendait finalement de ce qui se passe à la fin, mais pas du tout au début. Alors on a envie de faire des sommes aussi, très important les sommes. Et donc là la propriété est beaucoup plus arbi, parce que elle se découpe en 3 essentiellement. Et donc pour résumer, en gros, si on a deux séries convergentes, la somme elle converge. Alors remarquez que c'est une implication, on a un si alors. Donc si on a ça, une implication. Donc si on a du convergent plus convergent, ça donne du convergent. Et en plus, quand on calcule la limite des séries, c'est-à-dire leur somme, eh bien la somme, donc c'est un peu bizarre de dire la somme de la somme, donc la limite de la somme, ou la... Ouais, c'est un peu bizarre. Et c'est la somme des séries. Donc la série de la somme, c'est la somme des séries. C'est un peu bizarre, il faudrait trouver une phrase un peu plus sympa, mais je pense que vous m'avez compris. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas? On a le cas où il y a une série qui converge et l'autre elle diverge. Oh mince! Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on les ajoute, ça donne une série divergente. Donc on sait ce qui se passe. Donc ça donne convergent plus divergent donne divergent, c'est le cas qu'on vient de faire. Mais comme l'addition est commutative, bien sûr, si on échange les places de UN et de VN, on a aussi divergent plus convergent donne divergent. On pourra s'en rappeler, en fait, quand il y en a une qui converge et que l'autre elle diverge, la somme des deux elle diverge. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point, et bien sûr on ne dit pas c'est quoi la limite vu qu'il n'y en a pas. Et alors le point qui est un peu zarbi, c'est que quand on a deux séries divergentes, on ne sait pas. On ne peut rien dire en fait pour la série de la somme.
Euh, et en gros, il y a un certain nombre de conclusions qu'on va tirer de ça. En fait, quand vous avez du divergent plus divergent, il faut bien se rappeler, attention, j'ai rien besoin de dire, je ne sais pas si ça va converger ou diverger, j'ai pas assez de renseignements pour savoir. C'est ça le signal que ça vous envoie. Vous n'en savez pas assez, vous n'avez pas assez de renseignements pour conclure. Ça veut donc dire que vous allez devoir faire une étude plus précise. Peut-être que vous allez faire un développement limité très précis de ce qu'il y a à l'intérieur, ou peut-être que vous allez faire autre chose, mais en tout cas avec les renseignements très grossiers que vous avez, qui sont celle-là diverge et celle-là diverge, remarquez que ça vous dit rien sur UN et VN, hein, juste que la série diverge, c'est pas grand-chose. Avec les renseignements que vous avez, vous ne pouvez pas conclure, et donc il va falloir faire une étude plus poussée. Ça, c'est la première chose. Mais c'est important dans les exercices parce que ça nous dit ce qu'on doit faire. Alors, avant d'expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est très abstrait pour l'instant, et donner des exemples, une autre chose importante, très importante pour vos rédactions en exercice, c'est que vous voyez ici, vous avez le droit de séparer les deux séries. Vous avez le droit d'écrire d'un côté la série du N et de l'autre côté la série des VN. Et bien, vous n'avez ce droit-là que quand les deux séries convergent. Ce qui veut dire que vous ne séparez jamais deux séries avant d'avoir montré que les deux séries qui les constituent convergent. Hein, parce que si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d'avoir une convergente, une divergence, et alors là, on ne peut rien écrire de toute façon. Donc, ça veut dire qu'avec les sommes finies, on a toujours le droit de séparer. Avec les séries, dans nos exercices, dans nos rédactions, il faudra toujours expliquer au correcteur que les deux séries-là convergent pour avoir le droit d'écrire cette égalité-là. Voilà, donc ça c'est important. Donc on a des propriétés de base ici, mais mine de rien qui ont des implications très importantes pour la suite de notre travail dans ce chapitre. Hein. On sait faire les multiples, on les rentre, on les sort, blablabla. Shall, le début compte pas, et ainsi de suite. On peut, en fait, avec shall, on peut sortir des termes de la série ou les rentrer. C'est à ça que ça sert shall, en fait. Vous voyez, là j'ai une série, je sors les n premiers termes, ça me donne ça. J'ai plein de termes, je les rentre dans la série, hop, ça me donne ça. Donc en fait, shall sert à sortir, faire entrer, sortir des termes, et ainsi de suite. Et puis pour les sommes, on va pas mal utiliser ça. Je vais expliquer très vite fait pourquoi ça marche. Remarquez que... alors comment est-ce que je vais faire Ouais, je vais expliquer ce point-là. Si vous faites la somme d'une convergente, par exemple, vous sommez 0 et vous sommez 1, et au final, ça fait... Enfin, il faut pas que j'écrive égal. Ça fait la somme des 1. On est d'accord que celle-là diverge. Je vous donne 1 euro, puis 1 euro, puis 1 euro, puis 1 euro, puis 1 euro à l'infini. Vous finissez par avoir une infinité d'euros. Enfin, ça ne tend pas vers un nombre fini. Alors que je vous donne 0 euro et 0 euro et 0 euro et 0 euro, je pourrais vous donner 0 euro à l'infini. Et vous aurez toujours 0 euro. Il y a convergence. Donc celle-là converge, celle-là, la série-là diverge. Et quand on les rassemble et qu'on fait la somme, on obtient du divergent. Autrement dit, convergent plus divergent donne divergent. Bah ouais, on savait ça, ça a été démontré en cours. Maintenant, regardons un petit peu ce cas un peu bizarre, là, où on peut rien dire. Bah ouais, parce que si je vous donne 1, c'est divergent. Et si je vous donne 1, c'est divergent. Si on rassemble les deux, c'est divergent aussi. Donc là, on a fait du divergent plus du divergent, et le résultat, c'est du divergent. Ah divergent plus divergent égale divergent. Ouais, mais si je vous donne 1, c'est divergent ça. Et si je vous donne moins 1, c'est divergent aussi. Si je vous prends 1 euro et que je vous prends 1 euro et que je vous prends 1 euro et que je vous prends 1 euro, vous avez beau vous appeler Bill Gates et être milliardaire, à la fin je vous ratiboise, vous n'avez plus rien. Vous avez un nombre d'euros négatif, ça va vers moins l'infini. Donc ça c'est divergent, mais quand je les ajoute, j'obtiens la somme des zéros qui est convergent. Alors on peut rien dire parce que là j'ai du divergent plus divergent, c'est divergent, et là j'ai du divergent plus divergent et c'est convergent. Moralité, avec le renseignement que vous faites du divergent plus divergent, vous ne pouvez pas prévoir et prophétiser le résultat de la somme. C'est pour ça qu'on ne peut rien dire, et c'est pour ça qu'il va falloir regarder en détail. Donc là en regardant en détail, on se dit ah ouais ça fait 0 donc ça converge. Là en regardant en détail, on se dit ah ouais j'ajoute 2 donc ça diverge. Voilà. Donc ça illustre un peu ce dont on a parlé là. Alors, une propriété qui n'a l'air de rien, mais qui est sacrément utile,
C'est le critère nécessaire de convergence des séries. En gros, ça consiste à remarquer que si une série converge, alors forcément, son terme général tend vers 0. Alors déjà, on pourrait se demander pourquoi ça. Alors voyons voir. Une série converge si et seulement si sa suite des sommes partielles converge. Donc ça veut dire que si ça converge, ça veut dire que Sn tend vers L. Mais Sn, si Sn tend vers L, Sn-1 aussi tend vers L, puisque c'est la même suite décalée de 1. Sauf qu'on a vu que Un pouvait s'exprimer en fonction de Sn et Sn-1, en fait c'est la différence. Et donc si les deux tendent vers L, à cause du moins ça se simplifie, et du coup ça veut dire que Un tend vers 0. Donc ah bah ouais, si une série converge, forcément, le terme général il doit tendre vers 0. Waouh. Remarquez les gens que ça c'est une implication. On a un si alors, ça veut dire que c'est une implication, c'est pas une équivalence. C'est vrai dans ce sens-là, c'est absolument pas vrai dans l'autre sens, c'est complètement faux dans l'autre sens. Donc faites attention. Alors maintenant, on peut tourner cette phrase-là en français autrement. Si la série converge, alors on a la limite du terme général qui tend vers 0. Mais ça veut donc dire que si vous voulez avoir une chance que votre série converge, il faut absolument que le terme général tende vers 0, sinon c'est même pas la peine d'essayer. Et donc on peut voir ça en disant que il est nécessaire que le terme général tende vers 0 pour que la série converge. Donc il faut avoir la limite du terme général égale 0 pour avoir une chance que la série converge. Alors c'est juste pour avoir une chance, parce qu'elle peut aussi diverger, hein, mais si ça tend pas vers 0, ça peut pas converger. Voilà, voilà. Alors à remarquer que si jamais vous avez un terme général qui ne tend pas vers 0, eh ben, ça veut dire que la série ne peut pas converger, donc elle diverge. Et ben, dans ce cas-là, on va dire que la série elle diverge, mais grossièrement. En fait, le fait de rajouter le mot grossièrement, c'est une indication pour le correcteur qui va vous lire, puisque vous lui affirmez que la série diverge. Ok, ça c'est votre résultat. Mais le fait de dire grossièrement, c'est la justification. Ça lui explique que, bah tu vois, la série diverge parce que le terme général ne tend pas vers 0, donc la série ne peut pas converger. Ça lui donne un renseignement supplémentaire au correcteur. Et donc, chaque fois qu'une série diverge grossièrement, il ne faut pas seulement mettre qu'elle diverge, il faut mettre qu'elle diverge grossièrement, c'est important. Voilà, voilà, voilà. Alors, quelques exemples d'applications. Si vous voulez, le critère nécessaire de convergence des séries, hein, c'est un peu long comme propriété, mais voilà. Et bien, en gros, la divergence grossière, quoi. Ça permet de faire le tri. Ça permet de se débarrasser vite fait des cas moisis sur lesquels ça vaut pas la peine de se prendre la tête. Et donc, vous voyez par exemple ces formules ici. Et ben en apparence ça a l'air sacrément compliqué. Oh là là là, ça a l'air sacrément compliqué là. Et ben on va pouvoir leur tordre le cou très facilement. Celle-là elle est facile. Donc en gros ça veut dire que quand on vous donne une série, vous commencez par regarder le terme général qui est là, ok. Et à vous demander, bon alors qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu tends vers 0 au moins à l'infini? Bah non, là c'est pas très difficile de montrer que ce pâté-là il tend vers 1. Ok, la série diverge grossièrement. Fini. Donc bien sûr, moi j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau. Ce que je viens de faire à l'oral, vous ferez sur votre copie en disant la limite de n plus 1 sur n plus 2 est égale à 1. Donc la série diverge grossièrement. Voilà, ça vous prend une ligne en gros quoi. C'est pratique, hein, une ligne pour montrer une divergence de série, c'est cool. Bon alors ici on peut se dire ouais le cosinus quand n tend vers l'infini, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner, il arrête pas de tourner, il gigote et tout, entre moins 1 et 1, il arrête pas de tourner. Mais alors, s'il oscille, en fait, il tend pas vers 0. Bah non, il tourne. Ouais, alors ça on le voit bien, par contre, à montrer, c'est un peu moins fun, hein, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'abuse un petit peu en vous donnant ça, parce que c'est pas simple. En fait, on pourrait faire de la trigonométrie et dire par exemple que cosinus de n plus 1, c'est cosinus de n, cosinus de 1. Alors, le cosinus, il est traître, il y a un moins sinus de n, sinus de 1. J'espère qu'on voit, c'est un peu limite. Je vais me mettre en dessous. Et ensuite, ce qu'on pourrait dire, bon, on peut faire un raisonnement par l'absurde. Si le cosinus de n tendait vers 0, eh bien, forcément, le sinus de n, il tendrait vers plus ou moins 1, vers 1 ou moins 1, quoi. Ok.
Et du coup, le cosinus de n plus 1, bah, c'est la même suite décalée de 1, elle tendrait aussi vers 0 ici. Ce qui fait que là, on a un truc qui tend vers 0, là, on a un truc qui tend vers 0, et là, on a un truc qui reste toujours loin de 0, parce que ça, c'est plus ou moins 1, et donc en valeur absolue, ça vaut valeur absolue de sinus de 1, en fait, en valeur absolue, ce truc-là. Et donc, on aboutirait à une contradiction. Donc, autrement dit, si le cosinus de n tend vers 0, on a une contradiction. Moralité, le cosinus de n ne peut pas tendre vers 0. Donc bon, j'ai un peu rédigé ça comme un sagouin, mais je vous ai donné l'idée. Vous faites une démonstration par l'absurde et vous montrerez que le cosinus ne tend pas vers 0. Et du coup, du coup, tu diverges grossièrement, toi. Alors j'ai pas trop la place, je l'ai fait à l'oral. Ok, et donc ça fait une deuxième série, puis elle était compliquée, hein, celle-là, où on a montré qu'elle divergeait. Et celle-là, là, wow, celle-là. Alors celle-là, c'est un peu traître, vous allez vous faire avoir parce qu'en général, les étudiants, ils sont là à dire ah ouais, ça c'est un tout petit peu plus petit que 1. Voilà. Et ça tend vers l'infini. Et donc le pâté là tend vers 0. Ah bim, vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait avoir parce que ça, c'est une forme indéterminée. C'est la forme indéterminée 1 plus l'infini. Et donc pour tordre le cou de cet exercice, on va devoir faire un équivalent et un développement limité. Parce que quand on a une forme indéterminée, c'est comme si vous aviez un gros signal qui vous disait fais un DL, fais un DL, fais un DL, fais un DL. Et donc, voyons voir 1 moins 1 sur n puissance n. Si on utilise le truc numéro 3 des développements limités, le truc numéro 3, il y a 3 trucs qui permettent d'être très très forts en DL. Le truc numéro 3, il dit que les puissances peuvent s'exprimer avec de l'exponentielle et du logarithme. Et donc ça, c'est une exponentielle de n logarithme de 1 moins 1 sur n. Et alors en gros, le pâté là, il y a une formule dans le cours qui dit que, je vais le mettre en dessous plutôt, qui dit que ça c'est équivalent à moins 1 sur n, ce qui fait que si vous multipliez tout par n, le tout est équivalent à moins 1, ça veut dire que ce pâté là il tend vers moins 1. Mais c'est à l'intérieur de l'exponentielle, et ça veut donc dire que cette chose-là, elle tend vers exponentielle de moins 1. Donc vous voyez, hein, le raisonnement des étudiants bourrins qu'on a fait au début, il était faux. Les étudiants disaient que ça tendait vers 0. Non. Ça tend vers exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Mais du coup, le terme général, il tend pas vers 0. Donc la série diverge grossièrement. Voilà. Donc bon, on vient de se faire 3 exos classiques là, hein, donc c'est un peu fun. Bon, remarquez que, ouais, on s'est fait plaisir là sur le coup du cos. Puis là aussi, on s'est fait plaisir avec un DL. Bon, vous les spectateurs, ça vous fait moins rire, mais moi j'adore. Ouais, en fait, pour faire des séries, les gens, et pour faire des suites, faut être bon en développement limité. Le développement limité, c'est l'arme absolue pour tout ce qui concerne les limites, les équivalents et les comportements asymptotiques. Et donc, il est absolument nécessaire que vous deveniez fort en développement limité. Et donc, on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est un chapitre, c'est un gros prérequis pour le chapitre sur les séries. Si vous êtes un bolos en développement limité, ah ouais, vous pourrez gratter 2 ou 3 points en faisant des séries, mais vous serez jamais bon. Par contre, si vous êtes fort en développement limité, le chapitre sur les séries, ça va être tranquille pour vous. Alors, il y a 2 concepts fondamentaux qui vont être exploités particulièrement dans ce chapitre. Alors d'abord, on va s'intéresser la plupart du temps à des séries dont le terme général est positif. Parce qu'avec ces séries-là, on va avoir toute une gamme d'outils particulièrement agréables. Pourquoi ? Parce que si votre terme général est positif, votre suite des sommes partielles, vous ajoutez des nombres positifs, et donc petit à petit, vous grimpez. Ça donne une suite qui est croissante. Et alors, les suites monotones, on a des propriétés en plus par rapport aux autres suites. Par exemple, on sait qu'une suite croissante converge si et seulement si elle est majorée. Or, la convergence de la suite des sommes partielles, c'est la convergence de la série. Ce qui veut donc dire que votre suite des sommes partielles ou votre série converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. Ça veut donc dire que on a cette inégalité ici, fondamentale, hein, donc pour tous les entiers positifs, Sn est plus petit qu'une constante m. Attention, ici c'est une constante, ça ne peut pas dépendre de n cette chose-là.
Donc ça veut dire que Sn est majoré. Il existe un nombre n tel que pour tout entier n, et ben Sn est toujours plus petit que m. En fait, c'est un plafond au-dessus duquel votre suite des sommes partielles n'a pas le droit d'aller. Elle reste tout le temps en dessous. Hein, Sn reste tout le temps en dessous de ce plafond-là. Alors, il y a cette équivalence-là. Maintenant, en pratique dans les exercices, c'est souvent vachement plus sympa de demander que Sn soit majoré à partir d'un certain rang seulement. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin que cette inégalité-là soit vraie à partir de 0. Si on l'a à partir de grand N, ça suffit. Donc ça, c'est équivalent à Sn majoré, qui est équivalent à majoré à partir d'un certain rang. Donc dans le cours, on va vous mettre Sn majoré tout court. En fait, c'est bien de connaître un peu toutes ces équivalences-là, parce que si vous avez une inégalité à partir de 5, eh ben vous pouvez utiliser la propriété là pour en déduire que ça converge, et en déduire que Sn est majoré tout le temps. Donc c'est assez pratique. Donc c'est une variante qui est pratique, le coup du à partir d'un certain rang, Sn doit être majoré. En tout cas, donc à retenir, parce que c'est fondamental, donc à retenir déjà que les séries à terme positif, elles sont différentes des autres, on peut faire plus de trucs avec. Donc, série à terme positif, la suite des sommes partielles est croissante, elles convergent et la série converge si et seulement si elles sont majorées. C'était le premier concept. Le deuxième concept, alors s'applique aux séries convergentes. Bah, si votre série est convergente, bah, on va noter sa limite, la somme de n égale 0 à l'infini. Et en fait, on pourrait faire châle. On a le droit de faire châle dans ce cas-là. Et donc, si on fait châle, on obtient ceci. Là, on remarque que ça, c'est Sn. Et ça, on va lui donner un petit nom à cette somme de série ici. On va l'appeler Rn. Et ça, on va l'appeler la suite des restes de la série. Et alors, bah, pourquoi? Bah, parce que, regardez, ça tend vers... En fait, c'est égal à L, c'est la limite de la série. Et ça tend vers L par définition. Bah ouais, puisque la suite des sommes partielles tend vers la limite. Donc ça tend vers L et ça tend vers L. Si je fais passer de l'autre côté, on a du L moins L qui donne 0. Ça veut donc dire que ce pâté-là, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc voilà pourquoi on appelle ça la suite des restes. C'est-à-dire que souvent on cherche une limite qui est chaude à obtenir. Par exemple, regardez quand Archimède a essayé de trouver la valeur de pi. C'est compliqué de trouver pi. Et ben il s'en est approché en calculant des nombres qui étaient proches de pi. Et il avait un reste qui lui disait à quelle distance de pi il était encore. Et donc c'est le rôle que va jouer ce reste-là. Le reste-là va nous permettre de majorer l'erreur et donc d'obtenir la précision de l'estimation de la limite par le terme de Sn. Et donc bien sûr, plus n est grand, plus on va être proche de L, mais c'est l'estimation de Rn qui va nous dire à quel point on est proche de la limite. En gros, Rn mesure la distance entre ça et ça. Donc c'est un concept assez important qui va revenir régulièrement dans les sujets.